Bonjour à tous. Nous allons traiter aujourd'hui les barotraumatismes. Ce sont des accidents que vous risquez de rencontrer chez les plongeurs que vous allez emmener, puisque le plus souvent ils apparaissent dans des espaces proches de la surface. Donc en général plutôt chez des débutants. Je vous propose comme plan de voir ce qui concerne, donc, ce sont des barotraumatismes qui concernent les cavités gazeuses de l'organisme. Donc nous allons voir d'une part les barotraumatismes des oreilles. J'en profiterai pour vous parler rapidement d'autres accidents qu'on peut voir au niveau des oreilles. Nous allons voir les barotraumatismes ensuite des sinus, le plaquage de masque, que vous connaissez déjà, tout ça. Les accidents qui peuvent concerner l'appareil digestif, bien qu'ils soient exceptionnels, je vous en dirai quand même deux petits mots. Et puis dans un deuxième temps, nous traiterons de la surpression pulmonaire. Alors, ce sont des accidents qui sont liés aux variations de volume des gaz. Ils peuvent se produire donc aussi bien à la descente qu'à la remontée. En effet, comme vous le savez, toute augmentation de pression entraîne une diminution de volume des gaz qui sont enfermés dans un volume, et inversement, une diminution de pression entraîne une augmentation de ces volumes. Les variations sont les plus importantes dans la zone de 0 à 10 mètres. Donc on a le plus grand risque de survenue d'accidents dans cette zone-là. Alors au niveau des oreilles, les barotraumatismes, en fait, ce sont des accidents fréquents. Ils peuvent se produire aussi bien à la descente qu'à la remontée. Ils concernent l'oreille moyenne et l'oreille interne. Alors soit les deux ensemble, soit séparément. On va y revenir. Le barotraumatisme de l'oreille moyenne, donc à la descente, ce qui se passe, c'est qu'il y a une augmentation de la pression ambiante. L'oreille moyenne se trouve ainsi en dépression, ce que j'ai représenté ici. Le tympan, qui est représenté là sous cette forme ici rayée, va se déformer vers la caisse du tympan. Au maximum, on a pu observer une perforation tympanique. À l'inverse, à la remontée, il y a une diminution de la pression ambiante, de la pression absolue. Le tympan, donc, cette pression est transmise à la caisse du tympan. Et le volume ici va donc augmenter. Ainsi, le tympan va se déformer, lui, vers le conduit auditif externe. Cet accident à la remontée, il est exceptionnel, puisque déjà, pour qu'il puisse survenir, il faudrait déjà être descendu. Donc en général, les facteurs favorisants ne sont pas apparus pendant la plongée, ils existaient déjà avant, et souvent c'est la descente qui pose un problème. Au niveau de l'oreille interne, ils sont donc beaucoup moins fréquents que les barotraumatismes de l'oreille moyenne. Par contre, le problème, c'est les séquelles qui peuvent entraîner au niveau de l'audition et des troubles de l'équilibre. Il peut y avoir plusieurs sortes de mécanismes pour ces barotraumatismes. Soit c'est un barotraumatisme de l'oreille moyenne qui est transmis par l'intermédiaire de la chaîne des osselets à l'oreille interne. L'étrier va aller se coincer dans la fenêtre ovale, ou alors il va donner un tel coup de piston dedans qu'il peut y avoir à ce moment-là un retentissement au niveau de la fenêtre ronde. Ou alors directement, il y a un accident de l'oreille interne, directement au niveau de la fenêtre ronde notamment. Ils surviennent surtout à la descente. Donc le danger principal de ces accidents, c'est qu'on passe à côté, parce qu'on les néglige, parce que la victime elle-même ne va pas en parler. Elle va surtout parler d'ailleurs quand cet accident est mixte, qu'il y a un accident de l'oreille moyenne et un accident de l'oreille interne. On risque de s'intéresser surtout à l'oreille moyenne et donc de passer à côté de l'accident de l'oreille interne. Les causes de ces accidents, souvent, en fait, c'est un forçage tubaire. C'est-à-dire que la descente est trop rapide. Et du coup, la trompe d'Eustache, on a du mal à faire passer l'air pour équilibrer la pression de part et d'autre de la membrane tympanique. Et donc, on force un petit peu. D'autre part, ça peut arriver de la même manière quand la trompe d'Eustache a une conformation qui ne permet pas une équilibration facile. Ou alors qu'on est enrhumé. Du coup, les plus exposés, ceux qui descendent rapidement, donc ce sont les apnéistes, ou les plongeurs très entraînés, les moniteurs, ça arrive, notamment quand ils font l'ascenseur, puisque de faire l'ascenseur, on l'avait vu quand on a traité de la physiologie de l'oreille, ça peut entraîner une congestion au niveau de la trompe d'Eustache. S'il y a une inflammation de la muqueuse dans cette trompe d'Eustache, en fait, ça risque d'obturer la trompe et donc de ne pas permettre l'équilibration de la membrane tympanique. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Ils ont une conformation de la trompe d'Eustache qui ne leur permet pas une équilibration facile. On voit un autre type d'accident
quand il y a une obstruction du conduit auditif externe. Donc c'est le conduit qui est ici, je vous rappelle, avant le tympan, en fait. Soit par un corps étranger, mais plus souvent maintenant par des cagoules de combinaison qui sont très bien ajustées, trop bien ajustées en fait, et qui viennent ici se coller juste à la sortie du conduit auditif externe. Du coup, les variations de pression qui règnent dans la caisse du tympan vont pas être transmises à cette partie ici, et on va plus très bien savoir, quand on va équilibrer, comme il est difficile d'équilibrer une seule oreille à la fois, on risque d'ici de vouloir équilibrer une oreille, enfin un tympan en fait, à l'inverse de ce qu'il mériterait d'être. Le remède, c'est assez facile, il faut mettre un petit peu d'air avant de partir, un petit peu d'eau dans la cagoule, de façon à ce que ça n'arrive pas. Alors la prévention de ces barotraumatismes, ça vient forcément de leur cause. En fait, c'est ce qu'il faut éviter. Donc quand on est enrhumé, la règle c'est de ne pas plonger. Donc vous devez faire attention à ça dans les gens que vous allez emmener. Ils risquent de ne pas vouloir vous le dire pour ne pas rater une plongée. Il faut bien apprendre les manœuvres d'équilibration et donc les pratiquer correctement. On reviendra sur les différentes manœuvres qui existent. Ne pas forcer lors de ces manœuvres. Et puis donc le mieux, c'est d'essayer d'utiliser la manœuvre la moins traumatisante possible et donc d'essayer la béance tubaire volontaire. Alors, parmi ces manœuvres, la plus fréquente, celle qui est la plus facile à apprendre, celle qu'on apprend à tout le monde, c'est la manœuvre dite de Valsalva, donc qui consiste à expirer par le nez, comme quand on se mouche, en le bouchant et en gardant la bouche fermée. Cette technique est très facile, tout le monde normalement chez les adultes sait se moucher, et donc on peut facilement l'apprendre aux débutants. Par contre, comme elle est facile à faire, mais elle n'est pas toujours facile à gérer dans sa puissance, dans son intensité, et elle peut être dangereuse, surtout quand elle est mal pratiquée. Et donc, pour bien la pratiquer, il faut essayer de la réaliser le plus doucement possible. Il vaut mieux en effet faire des manœuvres fréquentes et douces qu'une seule manœuvre bien intense de temps en temps. Et ce qui est absolument essentiel, c'est à ne jamais la pratiquer à la remontée. D'abord, ça ne sert à rien, puisque l'air va plutôt se dilater. Et donc, rajouter une quantité d'air dans la caisse du tympan, ça risque au contraire d'aggraver les choses. Et d'autre part, comme elle implique pour ce faire qu'on bloque le thorax, les muscles thoraciques, on risque d'entraîner une hyperpression au niveau alvéolaire. Et donc, un dégazage qui ne va pas être au mieux, surtout qu'il s'agit de la remontée de la plongée. Alors, il y a d'autres manœuvres qui sont un petit peu moins traumatisantes, mais qui ne sont pas toujours faciles ou pas toujours efficaces. La déglutition, ça consiste juste à avaler sa salive. C'est la voie par laquelle les trompes d'Eustache s'ouvrent naturellement en surface. Ça permet d'une part d'aérer la caisse du tympan, comme ça régulièrement, et puis d'avaler sa salive, sinon on en aurait plein la bouche. Elle peut être utilisée quand il y a donc de petites variations de pression, sinon elle va rapidement être dépassée du fait de la vitesse d'augmentation de pression. Donc il y en a une autre qui est un petit peu intermédiaire entre le Valsalva et la déglutition, c'est la manœuvre de Frenzel, qui consiste à se boucher le nez en essayant de maintenir la glotte fermée et on émet un petit quai avec la base de la langue. Ça fait une petite pression dans le pharynx. Et donc ça provoque comme la langue va se soulever en faisant le petit quai, ça augmente la pression et ça fait un mini Valsalva. La béance tubaire volontaire, donc c'est la plus saine en fait, la plus pas physiologique, mais c'est celle qui entraîne le moins d'hyperpression brutale, puisqu'elle consiste à ouvrir les muscles de la trompe d'Eustache, les muscles qui sont dans le pharynx, au niveau du pharynx, de l'abouchement du pharynx de la trompe d'Eustache, et qui sont normalement pas utilisés volontairement. Donc il faut réussir à prendre conscience de l'existence de ces muscles. Et pour ça, il faut essayer de se rendre compte de ce qui se passe quand on bâille, par exemple, bouche fermée. Ça nécessite un petit entraînement. On trouve d'ailleurs sur Internet des séances d'entraînement qu'il vaut mieux réaliser le matin à jeun. Ça évite ça peut donner la nausée surtout. Voilà. Et donc, il faut déjà réussir à la faire hors de l'eau quand les variations de pression sont minimes, et puis après seulement l'appliquer en plongée. Si on arrive à le faire, c'est une manœuvre qu'il faut faire tout le temps de la plongée, tout le temps de la descente en fait, dès le début et jusqu'à la fin de la descente. Si on a raté un petit passage, on risque d'être amené à plus pouvoir la réaliser, et donc on revient sur le Valsalva.
Alors les barotraumatismes de l'oreille, les signes, c'est facile, au niveau de l'oreille moyenne, ça fait mal. Voilà, le tympan est abîmé, ça fait mal, et puis on a l'impression que l'oreille est bouchée, qu'on a du liquide dans l'oreille. S'il y a en association ou isolément une atteinte de l'oreille interne, on peut avoir des troubles qui sont liés à cette fonction, donc des vertiges, les troubles de l'équilibre, mais on peut aussi avoir une baisse de l'audition, on peut entendre des sifflements, des bourdonnements d'oreilles, et puis on peut avoir des nausées, des vomissements. La conduite à tenir, c'est facile. À la descente, on arrête la plongée et on remonte. Par contre, si ça survient à la remontée, il va quand même bien falloir sortir de l'eau. Donc on va essayer de remonter le plus lentement possible en essayant, peut-être en tournant la tête d'un côté puis de l'autre, de faire passer ces trompes de Eustache, en fait ces tympans. On peut essayer de déglutir pendant la remontée, c'est bien la seule manœuvre d'équilibration qu'on peut réaliser. Si on arrive à remonter, de toute façon il va falloir sortir. Il va falloir tenir compte du ralentissement de la remontée au cours des paliers pour justement augmenter la durée des paliers, puisque ça risque d'être le cas. Il peut y avoir des accidents associés, donc il faut penser à les traiter. Et de toute façon, il faut consulter un médecin, soit pour traiter la cause, soit pour traiter la conséquence du barotraumatisme, et d'autant plus qu'il y a des signes d'atteinte de l'oreille interne. Un autre accident, on va dire plutôt incident lié à des différences de pression d'une oreille à l'autre, c'est le vertige alternobarique. Par définition, il est transitoire, il doit donc régresser spontanément. Il survient en général à la remontée. C'est très très désagréable pour ce qu'on m'en a dit, puisqu'on perd la notion de verticalité, on ne sait plus très bien où on se trouve dans l'espace. Il n'y a que éventuellement la direction des bulles qui peut nous indiquer où se trouve le haut et le bas. Ça dure de quelques secondes, ça peut durer jusqu'à plusieurs minutes. Parfois, ça persiste après la sortie, mais c'est exceptionnel. Et puis, ça, de toute façon, ça ne doit pas durer plus de 10 minutes après la sortie. Si c'est le cas, c'est qu'il s'agit d'autre chose. Ça arrive de temps en temps à la descente, quand on a fait un Valsalva un petit peu déséquilibré, on va dire, plus d'un côté que de l'autre. Et dans ces cas-là, plus souvent à faible profondeur. Le risque, en fait, de cet incident, c'est que les gens paniquent et qu'ils aient tendance à remonter un peu rapidement sans penser à tout. Et donc, c'est la surpression pulmonaire et la noyade. À côté de ces atteintes barotraumatiques de l'oreille, on voit des atteintes de l'oreille externe. Donc, il s'agit en fait d'otite de l'oreille externe qui donnent des douleurs, otalgie, ça veut dire douleurs, des douleurs très intenses qui peuvent, en fait, quand elles surviennent le soir, qui peuvent entraîner assez facilement une insomnie. Le signe pathognomonique, ça veut dire le signe qui fait le diagnostic, dont on est sûr que ça ne peut pas être autre chose, c'est qu'on déclenche une douleur très vive quand on appuie sur la petite partie qui est juste devant le conduit auditif externe, devant le pavillon, qu'on appelle le tragus, ou alors quand on tire en arrière sur l'oreille, en arrière et en haut, sur le pavillon de l'oreille. Donc ça déclenche la douleur et c'est spécifique à ce type de pathologie. Le problème souvent de ces pathologies-là, c'est que ça récidive en fait chaque fois qu'on se remet à l'eau. C'est facile à traiter, mais ça refait mal à chaque fois. C'est d'autant plus facile à récidiver qu'on plonge plutôt en eau chaude, donc dans lesquelles les microbes se plaisent le plus, et donc ils se développent le mieux. D'où l'intérêt de ce que j'ai écrit, donc, de rincer à l'eau douce en sortie de plongée, d'éviter tout ce qui est irritation mécanique à l'aide de coton-tige notamment, ou d'autres trucs, on voit un tas de choses. Des gens qui s'enfoncent dans les oreilles, des pointes en métal, enfin bon, voilà, tout ça on évite. Un autre incident qui a un effet en fait surtout au long cours, pour les gens qui plongent souvent la tête dans l'eau froide, donc on voit ça chez les nageurs, chez les planchistes et chez les plongeurs, c'est en fait l'os qui est du conduit auditif externe qui grossit en fait, qui fabrique, on dit de façon lamellaire, quoi. Il fait des lames un petit peu comme une pelure d'oignon, de l'os, et ça finit par rétrécir le conduit auditif externe, à tel point que de temps en temps on est obligé d'opérer ces gens-là. Voilà pour les barotraumatismes des oreilles. Donc au niveau des sinus, ce sont des cavités qui sont remplies d'air, qui sont au niveau de la face. On peut aussi voir ce genre d'accident. Les sinus qui nous intéressent, ce sont donc les sinus frontaux, qui sont juste au-dessus des yeux, là, dans le front, et puis les sinus maxillaires, au niveau de la mâchoire supérieure, de part et d'autre des fosses nasales.
Ils peuvent survenir à la descente comme à la remontée. Le mécanisme, c'est simple. C'est quand il y a, en fait, normalement, ces sinus, ces cavités, qui sont creusées dans la face, communiquent avec les fosses nasales par des tout petits tuyaux. Si ces petits canaux sont obstrués, que ce soit par un rhume, que ce soit par une congestion d'une autre raison, que ce soit par un polype chez certains allergiques, en fait, donc ça va boucher et il n'y aura plus d'aération de ces cavités. Donc c'est ce que j'ai représenté ici. C'est-à-dire qu'à la descente, il y a une augmentation de la pression ambiante et il y a donc une diminution du volume gazeux contenu dans le sinus. Si l'ostium, le canal ici est bouché, en fait, on risque d'avoir un effet ventouse sur les muqueuses ici sinusiennes. Et comme ce sont des muqueuses qui sont très richement vascularisées, comme on a vu dans le cours sur les voies aériennes supérieures, il y a un arrachement de ces vaisseaux et ça peut saigner. Dans l'autre sens, à la remontée, c'est l'inverse. Il y a une diminution de la pression ambiante. Il faut admettre à ce moment-là que le sinus est aéré pendant la plongée, donc l'air qui est dedans est à la pression ambiante. À la remontée, il va se dilater et il va au contraire là, écraser les mucus sur l'os, sur l'os qui est tout autour ici. Donc les symptômes, c'est comme pour l'oreille, ça fait très mal, dans des zones qui sont assez typiques, puisque c'est dans les zones sinusiennes, donc au-dessus des yeux, ou alors juste de la mâchoire supérieure, de part et d'autre des fosses nasales. Et ça peut simuler en fait des douleurs dentaires. La conduite à tenir, c'est facile. Si ça survient à la descente, comme pour l'oreille, on arrête la plongée, on remonte. Et là, il n'y a pas de souci. On va consulter un médecin pour qu'il vous traite. Si ça survient à la remontée, comme pour l'oreille, il va falloir de toute façon remonter. Donc on peut essayer de faire passer les sinus, on va dire. Il n'y a pas de manœuvre d'équilibration, mais en tournant la tête d'un côté ou de l'autre, on peut réussir parfois à faire en sorte que le conduit se débouche. De toute façon, comme pour les oreilles, il faut sortir de l'eau. À un moment, on risque de manquer d'air. Et si la remontée a été un petit peu trop longue, il va falloir en tenir compte pour le calcul des paliers. Si la douleur est très intense, elle peut être syncopale. Donc c'est une syncope, il faut traiter les conséquences. Voilà. Un autre accident qui survient plutôt chez le débutant, mais moi j'en ai déjà vu chez des gens qui préparent le niveau 4, et qui survient à la descente, lui par contre il ne peut pas survenir à la remontée, c'est le plaquage de masque. Typiquement, à la descente, le volume d'air qui est emprisonné ici dans le masque va diminuer de volume, et ça va réaliser en fait jusqu'à la limite d'élasticité de la jupe. Et quand on est arrivé là, en fait, ça va entraîner un effet ventouse sur tous les tissus qui sont compris, des tissus donc cutanés qui sont compris dans le masque. Et ça va donc entraîner en fait des hématomes. Donc c'est ce qu'on voit avec les traces rouges qu'on a sur la peau autour des yeux, les hématomes sur le visage, et puis surtout des petits vaisseaux qui ont éclaté dans les yeux. Alors c'est pas très grave en fait, en règle générale, mais ça peut être impressionnant. Et puis il peut y avoir des saignements de nez. Le seul traitement, en fait, c'est assez simple. Il faut comprimer la narine qui saigne suffisamment longtemps. Ça peut durer jusqu'à un quart d'heure. Si ça persiste, par contre, il va falloir consulter un médecin. Les dents, c'est le même problème. Ça peut survenir que sur des dents soit cariées, soit déjà soignées, puisqu'il faut qu'il y ait une cavité. Donc s'il y a une cavité, de la même manière que pour les sinus, à la descente, l'augmentation de pression déjà en elle-même pourrait occasionner des douleurs à l'intérieur de la dent. Mais d'autre part, l'augmentation de pression qui est tout autour ici, par différentiel avec l'air qui a déjà été emprisonné dans la cavité carieuse ici, ça va provoquer en fait une aspiration de tous ces éléments vers la cavité. Et ça entraîne des douleurs, les deux trucs. À la remontée, c'est le contraire. Il y a une baisse de la pression ambiante. L'air ici, normalement, a du mal à s'échapper. Si l'orifice carieux ici est très grand, il ne se passe rien à la remontée. Il n'y a aucune douleur puisque l'air passe dans les deux sens, tout s'équilibre très facilement. C'est quand l'équilibrage est compliqué qu'il peut y avoir des signes. Donc les signes, c'est la douleur d'une part. Ensuite, le matériel peut être même expulsé, le matériel de réparation des dents. Et puis enfin, on peut voir des bactéries qui sont dans ces cavités, qui sont expulsées soit vers la circulation, qui est en dessous de la dent, là, ici à l'intérieur, voilà,
soit des bactéries expulsées vers l'extérieur. Les symptômes, c'est les douleurs. Sur les dents, il n'y a rien d'autre, en fait. Donc, comme pour les oreilles, comme pour les sinus, quand ça survient à la descente, on arrête la plongée. Quand ça survient à la remontée, on essaie de remonter plus lentement. De toute façon, là aussi, il va falloir sortir de l'eau. Et il est conseillé d'aller consulter son dentiste au moins une fois par an. Alors, on voit dans la littérature des accidents qui surviennent sur le plan digestif. Il y en a un qu'on appelait la colique des scaphandriers, qui est rare, puisqu'en fait, il faut quand même, pour qu'il arrive, qu'on reste longtemps dans l'eau, de façon à ce que le tube digestif fabrique des gaz. Et c'est à la remontée que ces gaz, en se dilatant, peuvent occasionner des douleurs. Alors, on peut le voir peut-être plus maintenant avec les recycleurs, parce que les gens peuvent rester beaucoup plus longtemps. Enfin, on a vu au moins un cas de dilacération et de rupture gastrique. Donc des gens qui avaient des gaz dans l'estomac. À la remontée, ça s'est dilaté. Ils ont dû avaler beaucoup d'air pendant la plongée. Ça s'est vu une fois, donc ça existe. Maintenant, c'est quand même exceptionnel. Voilà, ces accidents, donc, ils ne sont pas très, très graves, mais on ne peut pas considérer que les accidents de l'oreille sont des accidents bénins. Dans tous les cas, il va falloir les montrer à un ORL ou à un médecin. Et il faut les prendre en charge de manière immédiate. Vous aurez souvent vous-même à insister pour que les gens que vous voyez qui sont touchés par ce type d'accident aillent consulter quelqu'un. La plupart du temps, les gens ont tendance à à négliger ce qui peut leur arriver. Je vous remercie.